Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 23 mai. Des bureaux d'étudiants de Lyon et de différentes écoles alertent les pouvoirs publics et notamment la municipalité de Lyon. Objectif, endiguer le fléau du GBL. La métropole verse une aide de 300 € à l'ensemble de ses agents pour les soutenir face à l'inflation. La mémoire du chat à bas, enfin honorée à Villeurbanne. Une fresque a été inaugurée ce week-end. Elle rappelle l'histoire de ce bidonville en contrebas du boulevard de Ceinture à la Fessine, là où a grandi Azouz Begag. C'est lui qui a contribué en premier à raconter cette histoire à travers son roman Le Gone du chat à bas. Nous avons rencontré l'ancien ministre à l'endroit où il a grandi. Un nouveau directeur pour l'ADERLI, l'Agence pour le développement économique de la région lyonnaise. La convergence vélo, 2500 personnes. On prépare à ce rassemblement cycliste pour promouvoir la pratique du vélo. Et puis les Fenotes qui ont célébré hier leur nouveau trophée à l'Hôtel de Ville. 8e titre européen pour les filles de Jean-Michel Aulas. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Plus de 20 bureaux des étudiants, les BDE de différentes écoles de Lyon, telles que l'IUT Lyon 3, l'ESCA ou encore l'école MBWay. Tous ces BDE réclament l'aide de la municipalité, objectif endiguer le fléau du GBL ou GHB. Les associations étudiantes sollicitent l'aide et l'accompagnement de la municipalité pour accentuer la prévention, financer des mesures de sécurité complémentaires et renforcer la réglementation en vigueur lors de sorties en boîte de nuit, lors d'un concert ou tout simplement au cours d'une balade nocturne. Le risque de se faire piquer devient omniprésent. Des piqûres lors d'un concert au Transbo ou lors d'une soirée au Ninkasi Gerland sont les derniers exemples en date. Dépresseur du système nerveux central, le GHB sert à traiter les troubles du sommeil mais peut s'avérer très dangereux en cas d'abus. Il est appelé aussi drogue du violeur. La métropole de Lyon verse une aide de 300 € à l'ensemble de ses agents pour les soutenir face à l'inflation. Cette aide sera versée à 9000 agents pour 2022. Elle sera votée lors du prochain conseil métropolitain fin juin pour un versement en début d'été. La métropole de Lyon entend ainsi prendre les devants des mesures structurelles annoncées par l'État qui tardent à se concrétiser. Fin de citation. Lyon demain, histoire lyonnaise. La mémoire du chat à bas, enfin honorée. Une fresque a été inaugurée. Elle rappelle désormais l'histoire de ce bidonville en contrebas du boulevard de Ceinture, l'actuel boulevard Laurent Bonnevet, à la Fessine. Le chat à bas a été à Villeurbanne le lieu de vie de 1950 à 1967 de 25 familles algériennes, toutes venues en France métropolitaine pour travailler et participer à la reconstruction du pays après la guerre. Pour le maire de Villeurbanne, il était normal de mettre en lumière cette histoire au parc de la Fessine. Cédric Van Stevendel. Villeurbanne est un territoire d'accueil qui a connu plein de vagues de migration. Villeurbanne est fait de toutes ces histoires et à un moment, même si ce sont des histoires parfois douloureuses, parfois conflictuelles, je crois que dans une ville, il faut être capable de faire mémoire de ce qui s'est passé et que c'est reconnaître finalement la place de chacune et de chacun dans la ville que de le faire. Alors, il y a une baraque, il y a une fresque, un cognacier qui reste là. Ce sont les seuls souvenirs qu'on a ici. C'est les seuls souvenirs et je trouve que c'est Azouz Begag qui l'a dit avec ces mots incroyables en disant mais quand vous courez ici, quand vous venez suer, quand vous venez faire des efforts, rappelez-vous des larmes et de la sueur des travailleurs qui ont été aussi versés ici et je trouve que c'est assez beau la manière de le formuler. Je crois qu'à Villeurbanne, cette question de la mémoire, elle ne veut pas non plus être une mémoire qui culpabilise, c'est juste une mémoire qui reconnaît parce que quand on reconnaît la mémoire de chacune et de chacun, en fait, on permet de construire le présent et le futur, tout simplement. Et ils ont apporté beaucoup aussi à la ville. Bien sûr, ils ont apporté beaucoup et pas simplement par leur passage, mais par leur engagement sur un certain nombre de projets, par la place qu'ils ont pris après dans les mouvements d'éducation populaire, dans les associations, dans l'activité économique. Et voilà, et Villeurbanne est fait de tout cela et c'est ça qu'on met en mémoire aujourd'hui. Le bidonville a été démantelé en 1968, les dernières maisonnettes détruites au début des années 2000, quand le parc de la Fessine a été officiellement créé. Restait sur place un cognacier, l'arbre qui produit les coings, planté par le père d'Azouz Begag, chercheur au CNRS, ancien ministre du gouvernement Villepin. Begag a grandi en effet dans ce bidonville, dont l'histoire est aujourd'hui connue à travers le monde entier, justement grâce à son roman Le Gone du chat à bas. Azouz Begag, fier que cette histoire soit enfin inscrite sur la pierre, à l'endroit même où il a grandi. Nous l'avons rencontré lors de l'inauguration de la fresque du chat à bas. Oui, ça y est, on est rentré dans la ville, c'est-à-dire dans la ville politique. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, au même titre que le sergent Blandan, qui en 1848 a été tué en Algérie
parce qu'il faisait la guerre coloniale pour envahir l'Algérie, et dont on trouve des rues et des écoles, et place Saint-Honnet un buste magistral. Eh bien, pourquoi pas le Gon du Chaba, qui lui aussi a fait la guerre de l'exil et la guerre de la reconstruction en France. Tous ces migrants d'Afrique du Nord, mais aussi de tout le bassin méditerranéen, qui méritaient un hommage comme celui-là, une fresque, et puis peut-être demain une place un peu plus significative ici au milieu du parc de la Fessine, parce que je trouve pas ça insultant que de faire du jogging le samedi matin, dimanche matin, tout en parcourant une histoire et en pouvant lire ici et là, à droite et à gauche, des fragments d'histoire que portent ces lieux et qu'il faut reconstituer. Cédric, le maire de Villeurbanne, l'a fait avec toute une équipe de gens qui sont très conscientisés sur la question de la mémoire. Vraiment, je trouve que ça devait arriver de toute façon. J'avais fait la demande il y a 30 ans à Jean-Paul Brett pour lui dire qu'il faudrait quelque chose. Il n'avait pas encore compris que la mémoire allait devenir un enjeu sociétal et politique important plus tard. C'était quoi le quotidien ici dans les années 60, dans ce Chaba, dans ce bidonville? Nous, on n'avait pas attendu Grégory Doucet et les Verts pour rendre un hommage à la nature et à l'environnement. On vivait en plein environnement, en pleine nature, en pleine forêt. Nous avions à côté la rivière, le Yangtze-Kiang, qu'on appelle le Rhône maintenant, mais c'est le Yangtze-Kiang, sur laquelle on allait faire des jeux de barque, on allait nager, on allait pêcher. Et puis de l'autre côté, on avait le boulevard Laurent Bonnevet qui, quand on le voulait, nous permettait sur des vélos aller faire des fugues jusqu'au champ de luzerne de Vaux-en-Velin, qui naguère n'était qu'un champ de luzerne dans les années 60. Donc on était en plein environnement naturel et on est né vert, on est né écolo. On savait reconnaître les cris des oiseaux, les mésanges, les chardonnerets, les pinsons, les merles. On savait attraper les vipères par la tête pour pouvoir les vendre aux pharmaciens débueurs qui les rachetaient. Parce que, disait-on, il en extrayait le venin pour faire des vaccins, des choses comme ça. Et puis le matin à 8h, on partait tous à l'école Léo Lagrange. Généralement, on revenait à 11h30 parce que nos parents ne pouvaient pas payer la cantine. Et à 14h, on se retrouvait là-bas à nouveau en traversant le pont Croix-Luiset. C'était ça notre quotidien. Et on n'allait pas à la bibliothèque municipale pour lire Chateaubriand, Maupassant ou Hemingway, mais on lisait au marché aux puces du Tonquin tous les samedis et les dimanches matins des illustrés Blake-le-Roc, Zambla, Hakim, qui nous permettaient aussi de voyager quand on en finissait la lecture. Voilà cet environnement de miséreux, de gens d'une misère invraisemblable, sans eau, sans électricité, sans chauffage, sans toilette. On réussit quand même à élever plus ou moins leurs enfants. Certains sont allés en prison, certains sont morts, mais d'autres sont devenus ministres de la République française. C'est tout à leur honneur. Avec cette volonté toujours de s'en sortir, toujours cette résilience, on appelle ça la résilience aujourd'hui? Oui, un gamin un jour m'a dit « Monsieur, à quoi ça sert d'avoir de la mémoire quand on n'a pas d'avenir ?» Il habitait dans une cité. Mais je lui dis « Attention, c'est justement avec la mémoire qu'on construit un avenir. Parce que quand tu n'as pas de mémoire, ça veut dire que tu as atteint de la maladie kabyle, Alzheimer. Et quand on a la maladie Alzheimer et qu'on ne se souvient plus de rien, même pas le nom de ses enfants et sa propre histoire, alors là, on est foutu pour la société. Je lui dis, si tu ne sais pas ce que c'est que l'importance de la mémoire, essaye l'amnésie et tu reviendras me voir pour me dire quelle est la plus porteuse, la mémoire ou l'amnésie. On parlait de livres tout à l'heure, alors il y en a un qui se lit aujourd'hui aux quatre coins du monde et qui est traduit, paraît-il, aussi en japonais, c'est le Gon du Chaba. Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ d'écrire ce livre avant qu'on ne sache que ça allait être une superbe réussite? C'est incroyable parce que quand je suis sorti de ce bidonville là, je savais déjà que c'était plus ou moins le chemin de l'école qui allait me mener à l'ascenseur social. J'adorais l'école. À 6 ans, je connaissais la règle de l'accord des compléments d'objets directs et les chefs-lieux de département français. Pour un petit Algérien du Charaba, c'était incroyable. Eh bien, à partir de là, tous les profs m'ont tendu la main, m'ont aidé à faire comprendre combien c'était important de savoir le plus vite possible lire et écrire. Et voilà, puis finalement, quand on aime apprendre, quand on déteste l'ignorance, mais qu'on veut exceller dans la langue française et dans la poésie française
de Rimbaud à Émile Verhaeren, à Paul Fort, à Paul Verlaine, eh bien, on ne le regrette jamais. Et un jour ou l'autre, grâce à la langue française, on arrive à trouver l'entrée de l'ascenseur social et à devenir quelqu'un dans cette société. Et comme aujourd'hui, le 21 mai 2022, à être reconnu officiellement sur la place publique, le jour même où Macron nomme au ministère de la Culture une Libanaise avec Rima Abdul Khalak et au ministère de l'Éducation nationale un Français d'origine sénégalaise, Pape Ndiaye. Bon, tout cela, c'est des clins d'œil de l'histoire qui nous ont dit, c'est vous qui avez gagné. La France de la diversité, la France qui tire son prestige de tous ces peuples qu'elle a attirés en son sein. Mais au-delà des clins d'œil, vous avez l'impression qu'aujourd'hui l'ascenseur social, il fonctionne vraiment en France ou il reste encore bloqué un peu entre deux étages parfois? Non, vous savez très bien que c'est difficile. Par exemple, aujourd'hui en politique, il y a plus d'énarques, il y a plus de gens qui sortent de Polytechnique que de gens qui sortent des bidonvilles ou des cités. Vous voyez, même Pape Ndiaye, c'est quand même le frère de Marie Ndiaye, l'autrice prix Goncourt, c'est des familles importantes. Je pense que la famille de Rima Abdul Khalak aussi. Mais franchement, des citoyens qui deviennent ministres et qui viennent des vrais bidonvilles pourris, comme celui qu'il y avait derrière nous, il n'y en a pas beaucoup. Il valait mieux passer par l'ENA, par Sciences Po et par Polytechnique pour entrer dans un gouvernement plutôt que de passer par un bidonville. C'est pas la meilleure voie, la voie la plus rapide pour acquérir une carrière politique. Azouz Begag, à l'occasion de l'année 2022, capitale française de la culture, le RISE, qui met en avant la mémoire d'Villeurbanne, a décidé d'organiser 22 balades urbaines. Les prochaines concerneront les Buères, le Tonkin ou encore le quartier pour le moins emblématique des gratte-ciel. Conseillère culture d'Emmanuel Macron depuis 2019, Rima Abdul Malak a été nommée ministre de la Culture. Rima Abdul Malak a 44 ans et si contrairement à Azouz Begag, elle n'est pas née à Lyon, en tout cas elle connaît bien la ville. Elle est arrivée à l'âge de 10 ans à Lyon après une enfance dans son Liban natal. Elle a également fait une partie de ses études supérieures entre Rhône et Saône. Rima Abdul Malak est diplômée de l'IEP, l'Institut d'études politiques de Lyon. La décision du maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, d'autoriser le port du burkini dans les piscines suscite de nombreuses réactions, y compris à Lyon. Sébastien Michel, le maire d'Écully, et Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement, y sont opposés. Ils ont d'ailleurs signé ce week-end, aux côtés de 26 autres élus du Rhône et de la métropole, une tribune dans le journal du dimanche. Autoriser le port du burkini est une capitulation morale sans précédent, écrivent-ils. Les 26 élus du Rhône affirment qu'ils feront tout pour que de telles mesures ne gangrènent pas la métropole lyonnaise. Fin de citation. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Bertrand Fouché est le nouveau directeur de la DERLI, l'agence pour le développement économique de la région lyonnaise. Philippe Valentin insiste sur sa solide expérience business et développement de projets d'intérêt général. Il a toutes les cartes en main pour atteindre les objectifs d'attractivité durable de notre grande aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne. Selon le président de la CCI, Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, Bertrand Fouché succède à Jean-Charles Faudis, décédé l'été dernier. La fusion de Cardinal avec l'entreprise luxembourgeoise Eaglestone sera officialisée aujourd'hui. Le groupe lyonnais Cardinal avait installé son siège social dans le célèbre Cube Orange à Confluence. Le promoteur Jean-Christophe Larose a construit de nombreux bâtiments dans ce nouveau quartier, comme les douanes, Euronews ou encore le pavillon 52. La fusion des deux groupes lyonnais et luxembourgeois devrait vite atteindre 800 millions d'euros d'activité en Europe. Il vise le milliard à moyen terme. La convergence vélo a traversé toute la ville hier pour se retrouver au final place Bellecour. 2500 personnes y ont pris part, le matin sur les routes de la métropole ou en début d'après-midi, entre le parc de la Tête d'Or et Bellecour. Cet événement vise à promouvoir la pratique du vélo au sein de la métropole, d'après les compteurs de fréquentation des pistes cyclables. La semaine du 9 au 15 mai a été celle de tous les records. Le nombre de passages observés durant cette semaine a en effet battu le record absolu pour 31 des 72 compteurs installés. La grande star reste la piste du quai du Rhône rive gauche, avec près de 100 000 passages en une seule semaine. Le pont de la Mulatière atteint 21 600 cyclistes, soit 50% de plus que le maximum observé l'année dernière sur la même période. Et le phénomène ne concerne pas que le centre-ville, puisque les comptages sur l'avenue Franklin-Roosevelt à Bron sont en forte progression également, avec un nouveau record à 10 363 passages la même semaine.
Lyon demain, média agitateur d'idées. Les sports à présent, les Fenotes ont célébré leur nouveau trophée hier après-midi à l'hôtel de ville de Lyon. Comme le veut la tradition, les joueuses de l'OL de retour à Lyon après leur victoire en finale de Ligue des Champions samedi soir à Turin, 3-1. C'était face au Barça. Les Fenotes ont été invités par le maire de Lyon, Grégory Doucet, pour célébrer leur 8e titre européen. Je vous fais la promesse qu'on va continuer parce que l'enjeu, c'est de monter sur la plus haute marche, mais c'est aussi d'y rester, a lancé le patron de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Grégory Doucet a salué un moment historique et un exploit sportif extraordinaire. L'Olympique Lyonnais va maintenant aller chercher son 15e titre de champion de France avec 5 points d'avance sur le PSG où elles se rendent néanmoins dimanche. Les Lyonnaises ont quasiment le titre en poche. Cinglant revers en revanche pour le Loup à Bordeaux. Les Rouges et Noirs ont été écrasés 42-10, ce qui complique les espoirs de qualification du Loup pour la dernière phase de championnat. Le Loup est actuellement 8e. Et puis c'est le Britannique Cameron Norrie qui a remporté l'Open Park qui se jouait la semaine dernière au Parc de la Tête d'Or. Le 11e mondial remporte ainsi le 4e titre de sa carrière en battant le Slovaque Alex Molcan en 2-7. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, mêmes antennes.